Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de rien de tout ça, on va parler de crypto-monnaie avec Antoine de Crypto Guys. Et avec Antoine, on va voir comment se lancer dans la crypto de A à Z. Enfin, pas de A à Z, mais au moins de A, B, C, les premières étapes. Donc, qu'est-ce qu'on fait en premier, qu'est-ce qu'on fait en deuxième, en troisième. Et ensuite, on va voir les stratégies qu'il est possible d'appliquer une fois qu'on est lancé. On va également parler dans une seconde partie des play to earn, donc c'est un domaine de la crypto qui est en pleine ébullition, on parle souvent de ça, c'est un peu lié à tout ce qui est NFT et métaverse, mais voilà, la base de l'épisode, ça va être vraiment se lancer dans la crypto, comment on fait, combien on investit son patrimoine, à quelle fréquence, comment on gère ça, quelles sont les stratégies. Et donc Antoine, ce que j'ai vraiment apprécié chez lui, c'est que ça se voit, il a l'habitude de parler de crypto. Bah forcément, il a sa société dans le domaine de la crypto, mais il m'a dit également il faisait souvent des conférences pour parler justement de ce sujet, et on voit qu'il est assez bon, je trouve qu'il est même très bon dans justement la vulgarisation du sujet. Je trouve qu'il a mis un bon niveau entre pour les débuts, que les débutants comprennent, et aussi quand même rentrer un peu dans l'aspect technique parce que c'est primordial. Quand on parle de crypto, on n'a pas besoin de tout comprendre et tout savoir, mais voilà, les bases. Forcément, quand on met des milliers, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'euros, c'est quand même bien de comprendre les bases du domaine dans lequel on investit. Voilà, on se retrouvera juste après avec Antoine. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on accueille Antoine. Antoine qui est le fondateur de Crypto Guys et avec qui on va parler crypto. Salut Antoine, comment est-ce que ça va cette belle Salut soirée de Thibaut. printemps? Yes, salut Thibaut, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien, merci de l'invitation. Eh ben, je suis ravi. Ça faisait un petit moment que j'avais plus d'invités crypto, donc j'essaye d'un peu alterner les sujets. J'ai fait pas mal de sujets d'immobilier, notamment à l'étranger récemment, et je me suis dit que c'était le bon moment de faire revenir un invité crypto. Donc aujourd'hui, on va voir avec Antoine. On va faire deux parties. Comment se lancer vraiment dans la crypto pour ceux qui partent de zéro, et après une partie plus avancée sur un peu les tendances du moment. Ce que Ouais, je te propose, Antoine, c'est peut-être de te présenter rapidement, de dire ton parcours. On en a parlé vite fait en off, ton parcours peut-être académique, et puis surtout ce que tu fais aujourd'hui. Et ensuite, on enchaînera avec la première partie. ouais, carrément avec plaisir. Donc moi, voilà, Antoine. Moi, j'ai fait un master. Voilà, on en parlait juste avant, comme tu disais. J'ai fait un master en marketing digital, donc à la base, pas trop de rapport avec la crypto. Mais pendant mes 2 dernières années de master, j'ai fait une alternance dans une grosse boîte française dans la crypto. Donc c'est là où je m'y suis vraiment mis, quoi, à partir de 2017 en fait. Je m'y suis intéressé et puis du coup j'ai cherché une alternance dans ces sujets-là et je suis tombé là-dessus. Donc j'ai fait du marketing digital là-bas et voilà. Et depuis que j'ai mon master, depuis bientôt 2 ans maintenant, je continue à faire du consulting en marketing digital. Donc encore une fois ici pas trop de rapport avec la crypto, mais je partage mon temps entre ça et mes activités crypto. Donc déjà gérer mon portefeuille parce que ça prend du temps et puis aussi c'est une passion, quoi. Donc regarder les news tout le temps, chercher les derniers projets qui sont cool, les derniers plans DeFi, enfin voilà, tout ce qui est possible pour faire les bons investissements par passion et puis aussi voilà évidemment pour faire optimiser mes investissements. Et puis là plus récemment, j'ai monté une boîte avec 2 associés qui s'appelle Crypto Guys, dont on aura l'occasion peut-être de reparler plus tard dans le podcast. Mais Ouais, voilà comment se sépare un petit peu mon temps aujourd'hui. c'est ça. Ouais, parce que tu vois, enfin après tous les gens, je pense, sont super occupés. Et quand tu parles de crypto à des personnes qui sont débutantes, elles ont peur de perdre de l'argent. Alors, vous pouvez perdre de l'argent avec la crypto, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez y passer beaucoup de temps. Une fois que tu as mis la main Ouais, dedans, ça prend un temps fou. Moi, j'étais rentré en 2017 jusqu'à 2018. Puis après, je me suis mis à fond, par exemple, dans l'immobilier. Et ouais. j'ai pour moi, ça aurait été complètement impossible, en tout cas, d'être de front sur toutes mes activités, parce que la crypto, ça prend du temps, ça change tout le temps, et donc forcément, t'es un peu obligé de suivre. Et d'ailleurs, tiens, avant de commencer, ce serait une question. Comment est-ce que
bah tu t'informes en fait sur ce monde de la crypto où tu as vraiment des infos qui sortent tout le temps. Bon, c'est Twitter, on sait que Twitter c'est une grosse source de d'infos, Ouais. mais comment tu fais un peu le tri? Comment peut-être forcément t'es obligé de te mettre une limite à un moment, sinon tu peux regarder des infos crypto toute la journée quoi. Donc comment est-ce que tu t'organises par rapport à peut-être ta veille crypto? Ouais, c'est une bonne question. Bah, c'est sûr que, surtout quand t'es passionné, et en effet, surtout la crypto, je pense enfin, j'ai pas connu la naissance d'Internet, j'étais trop jeune, mais je pense qu'il y a rarement eu des sujets, des domaines comme ça qui sont nés qui ont été ensuite aussi vite, aussi forts. Donc c'est vrai que voilà, comme on dit, un jour dans la DeFi, c'est un an dans la finance traditionnelle, même 10 ans quoi. Donc c'est vrai Ouais. que c'est assez difficile et c'est même facile de commencer à avoir, enfin, de passer trop de temps et même, bah, tu vois, après tu peux commencer à te dire que tu vas faire un burn-out et tout quoi. Donc c'est vrai que c'est un sujet assez complexe. Moi, j'utilise énormément Twitter, ouais. Bah, j'ai récupéré mon Twitter à un moment, j'ai unfollow tous les comptes que j'étais en follow avant, et j'ai tout repris à zéro. Et je follow, tu vois, j'essaye de me limiter à 100, 200 comptes, entre 100 et 200 comptes de très bonne qualité. Donc ça peut être juste d'autres mecs de mon style, hein, enfin des mecs qui sont dans la crypto, des particuliers, mais qui donnent très souvent des bonnes news parce que c'est des mecs qui sont à fond dedans, ou certaines entreprises, certains projets que je suis. Et voilà, j'essaye d'ouvrir Twitter. Ouais, je vais dire ça, je le respecte absolument pas, mais j'essaie de l'ouvrir, tu vois, 2, 3 fois par jour. Ouais. Et puis quand je l'ouvre, j'essaie que ça serve à quelque chose, quoi. Tu vois aussi, il y a le sujet de, Ouais. tu vas pas juste ouvrir et te défiler pour rien, mais Ouais. juste d'essayer d'ouvrir, de se poser vraiment, de s'arrêter sur des tweets qui sont intéressants. Tu vois, s'il y a un mec qui va chiller, comme on dit dans la crypto, un mec qui va mentionner un projet, bon bah s'il le mentionne et que j'ai confiance en ce mec-là, bon bah je vais essayer peut-être tout de suite de prendre un petit moment pour me renseigner, survoler un peu le projet. Et puis si je vois que ça a l'air intéressant, je vais l'ajouter, tu vois, dans ma liste de projets dans lesquels il faut que je fouille un peu plus. Je vais essayer de fonctionner un peu comme ça. Après, moi aussi, j'ai la chance d'avoir gardé suite à mon expérience là dans une boîte crypto. Et puis aussi avec les années, à force de rencontrer des gens dans l'écosystème, je me suis fait un petit réseau. Et puis tu vois, maintenant j'ai un ou deux groupes Telegram où on est, tu vois, à peu près 10 dessus. Il n'y a pas besoin d'être énormément, mais juste où on est 10 dessus avec des intérêts différents dans la crypto. Tu vois, il y en a qui sont à fond sur Avalanche, il y en a qui sont à fond sur Ethereum, il y en a qui sont à fond dans les play to earn. Et puis chacun partage un peu ses tips, ses bons plans, etc. Et puis ça, en fait, ça fait une des meilleures veilles que tu puisses avoir. Mm. Et puis après, pas mal LinkedIn là récemment, aussi pour une question de business, parce que pour nous c'est intéressant d'être présent sur LinkedIn. Donc je m'y remets un peu et je vois qu'il y a quelques autres influenceurs qui sont vraiment intéressants sur LinkedIn. Je suis abonné aussi à une ou deux newsletters, Bankless notamment. Voilà, même Snowball de Johan Lopez, il peut y avoir des choses intéressantes sur la crypto, même si c'est pas un grand spécialiste de la crypto, il fait un peu de tout. Voilà, ce genre de source-là peut être cool. Donc ouais, il y a un peu de tout. Ok. J'ai pas de grosses règles honnêtement. Ah, bien sûr. Mais c'est sûr que c'est compliqué, hein. Franchement, là, à mon avis, c'est vraiment le pain point pour l'instant de la crypto. Ouais, Ok, c'est vrai. bah, Tu disais le temps aussi. C'est vrai que ouais. c'est un truc de ouf. Hein, quand tu veux vraiment t'y mettre et vraiment pousser le truc, ça peut prendre énormément de temps. Après, il faut le vouloir, il faut avoir le temps pour le faire. Mais tu vois, c'est intéressant parce que toi, tu disais ton truc c'était l'immobilier. Tu vois, j'en discute souvent ou avec un pote qui est très immobilier aussi. Et je pense qu'en fait, tu peux pas tout faire. Et c'est là qu'il y a des Impossible. solutions. Ouais, c'est là qu'il y a des solutions qui sont intéressantes. Moi, par exemple, voilà, je suis très crypto, donc ça, c'est sûr, c'est mon sujet. Je suis à fond dessus. Immobilier, je suis pas encore, mais tu vois, je pense à m'y rapprocher prochainement. Peut-être, tu vois, si j'ai la chance de pouvoir le faire en achetant, tu vois, au moins ma résidence principale, un truc comme ça. Et puis, je pense peut-être mettre un billet dans l'immobilier via Reality, que tu connais peut-être, qui est un projet Non. crypto qui tokenise des biens immobiliers. Ok, ouais. Et donc à Ouais. partir de $50, tu peux acheter des tokens d'un bien immobilier. Hmm. Pour l'instant, c'est que aux États-Unis, mais à des Ah, mais j'ai rendements. entendu, oui, c'est eux. Et après, tu peux faire boule de neige, en fait. Tu peux Ouais, là c'est tout. réhypothéquer j'ai Ouais, c'est écouté un tout nouveau épisode il y a là. Ils pas viennent de longtemps. sortir ça. Ils viennent de sortir Exact. ça avec AV maintenant. Hmm. Tu peux prendre un emprunt sur tes tokens que tu possèdes déjà et faire un Ouais. effet boule de neige exactement. En fait, Donc c'est ouais, ce c'est qu'on assez faisait stylé. déjà dans la bourse, ça s'appelle un crédit lombard. Alors, ça, c'est pas accessible à tout le monde. Mais en gros, c'est ça.
t'as ton portefeuille. Avec ça, tu peux emprunter, par exemple, 50% de la valeur de ton portefeuille. Puis, Ouais, en exact. fait, sur ces 50% que tu as emprunté, tu peux enfin, c'est pas une hypothèque, mais les réhypothéquer, et ainsi de suite, Ouais, faire tu peux boule les de neige. réinvestir, quoi. Ouais, voilà. Ah, c'est Ouais, tout c'est l'intérêt de intéressant. la. C'est vrai Ouais. que dans la DeFi, ça c'est tellement stylé, même au-delà Mm. de ces tokens realty qui représentent des biens immobiliers. Mm. Juste, tu peux avoir du Bitcoin, le foot sur Nexo par exemple. Si tu veux pas aller dans la finance décentralisée directement, tu passes par une plateforme centralisée comme Nexo et tu peux réemprunter 60% de la valeur de ton Bitcoin pour racheter du Bitcoin Ouais, éventuellement. Tu vois, c'est incroyable. si t'es très bullish. Après, c'est ce qui fait Mm. aussi faire des grosses conneries parce que tu surexposes, etc. Voilà. Mais c'est trop stylé ce Ouais. genre Des de, montages, c'est comme ça de que tu fais montage que des. tu peux faire dans la Ouais. crypto. Ouais. C'est la liberté de la crypto. Moi, j'adore ça, mais c'est spécial. Ok. Bah, on va peut-être commencer par le b.a.-ba et puis après Ouais, on c'est vrai verra qu'on sur est les parti sur des possibilités. choses avancées Ouais, direct. ouais, voilà. Du coup, en fait, on voulait voir. C'est vrai j'avais déjà fait des épisodes de crypto, mais j'avais pas fait vraiment le b.a.-ba de la crypto. Voilà. Si aujourd'hui, je veux commencer. En plus, c'est marrant, ça m'est arrivé aujourd'hui. Un pote de pote m'a dit, ouais, je vais me lancer. On m'a convaincu. Pour Ça l'instant, j'ai arrive. tout. Je dis, vas-y, parle avec le gars qui t'a convaincu. Et puis après, tu viendras me voir. Je lui ai juste dit un truc. Note-toi sur une feuille combien tu vas mettre et respecte ça. C'est tout ce que je lui ai dit. Combien tu vas mettre chaque semaine ou chaque mois, parce que c'est ce qu'on disait, une fois que tu es dedans, tu sais très bien comment ça se passe. Donc voilà, Ouais. aujourd'hui, j'ai entendu parler de la crypto, je veux me lancer, par quoi je commence? Ouais, très, très bonne question. T'as botté en touche avec ton pote, du coup. Bon, t'inquiète, Et, j'ai déjà passé du temps aussi à briefer des gens. tu m'étonnes. Non, je connais ça Ouais. depuis 2 ans. C'est fou, là. Hein, depuis 2020, depuis janvier 2020, à peu près, il y a vraiment eu un truc qui s'est déclenché assez ouf. Donc ouais, moi aussi, je reçois des messages d'oncle, de la tante, du cousin Ouais. et du frère de mon meilleur pote, de C'est son le- pote. ouais. C'est C'est là que incroyable. tu te Ouais, dis, est-ce que je dois pas vendre? Parce que si lui s'y intéresse, c'est peut-être déjà. ouais, c'est sûr que On est- c'est sûr que quand t'es dans la crypto, tu te dis c'est exactement le genre de signal, ouais, tu vois. Par où commencer? Bon, déjà, on en a déjà un peu parlé au début de notre échange. Je pense que la première chose à faire avant de se créer un compte sur une plateforme, avant de choisir la crypto sur laquelle tu vas investir, etc., c'est de comprendre au moins un minimum. Tu vois, je dis pas qu'il faut être expert, comprendre absolument 100% de comment fonctionne la blockchain. Tu vois, aujourd'hui, on utilise Internet. Quand on ouvre une page Internet, on n'a aucune idée de ce qui se passe derrière techniquement. Juste, on sait qu'on appuie sur plus et ça ouvre une page sur Google et tu tapes ce que tu veux et ça va te le trouver. Donc, t'as pas besoin de tout comprendre exactement comment fonctionne une blockchain, voilà, le minage, etc. Mais quand même, au moins les grandes lignes, je pense que c'est quand même indispensable. Voilà, quand même, voilà, comprendre un petit peu Bitcoin. Je pense que c'est aussi intéressant de comprendre aussi un peu euh, pourquoi ça a été créé à la base. C'était quoi un peu l'idée derrière, d'où ça vient. Franchement, honnêtement, en en deux trois articles bien faits Hmm. et en 1 heure de temps, tu peux déjà avoir compris d'où vient le Bitcoin, pourquoi ça a été créé et quelles sont les grandes caractéristiques de Bitcoin qui font sa popularité aujourd'hui. Tu peux comprendre dans les grandes lignes, parce que là, en général, c'est là où ça devient plus complexe, la blockchain, les blockchains, parce que du coup, évidemment, Hmm. aujourd'hui, il y en a plein. Mais en gros, voilà, quelle est la proposition, qu'est-ce que c'est techniquement une blockchain, à quoi ça sert? Vraiment les basiques, voilà, essayer de comprendre un peu les basiques. Moi, je dirais la blockchain, de manière générale, comprendre un peu ce que c'est, le Bitcoin et l'Ethereum, parce que en fait, si tu veux, pour moi, le Bitcoin c'est le premier et à la fois c'est un ovni dans l'univers crypto, c'est-à-dire que c'est le seul à être construit de cette manière. Et en fait, le reste pour moi sont plutôt plein d'enfants d'Ethereum, tu vois, j'ai envie de dire. Hmm. Qu'Ethereum a amené tout l'aspect technologique, tout ce qui va être les contrats intelligents, les smart contracts comme on appelle, tout ce qui va être la finance décentralisée, tout ça, ça vient d'Ethereum en fait, ça vient pas vraiment de Bitcoin, même Hmm. si Ethereum vient de Bitcoin aussi. Mais du coup, si tu comprends Bitcoin, t'as compris Bitcoin, t'as compris le seigneur des cryptos. Et si tu comprends Ethereum, Le, globalement, la- ça va t'amener à comprendre un peu tout le reste. Exact. Donc, Ouais, je donc pense que quand tu... ça, je peux que. Et même, il y a des vidéos YouTube assez bien faites. Moi, j'en ai Mm. même envoyé à ma mère. Je lui ai dit, bah, parce qu'elle me posait des questions, je lui ai envoyé deux, trois vidéos. Alors, forcément, c'était pas pour qu'elle investisse ou quoi, mais au moins comprendre un peu les rudiments. Il y a vraiment autant il y a des sujets, je pense, qui sont beaucoup plus complexes à comprendre, enfin, moins bien préparés sur Internet et tout, où tu dois te faire un peu partout. Autant c'est vrai qu'en 1 heure ou deux,
tu peux vite comprendre ce que c'est la blockchain, son intérêt, et puis le Bitcoin. Ouais, c'est ça, C'est assez enfin, au moins dans les usages, on arrive vite à comprendre ce qu'on peut en faire. Effectivement, après. Ouais, clairement. Tu vois, ça a été la en boîte de général, tout le Pandore. monde dit ouais, mais c'est compliqué. Alors ouais, je suis d'accord, hein, c'est compliqué. Mais honnêtement, voilà, comme tu viens de le dire, comprendre dans les grandes lignes, encore une fois, hein, dans les grandes lignes. Hein, moi-même aujourd'hui, au bout de 5 ans, je discute avec, tu me mets en face d'un Alexandre Stachenko ou même de Wayne Simonin, Asher ou des mecs comme ça. Je pense que je suis une bille, tu vois, si on commence à arriver dans les détails techniques, même, tu vois, du minage sur Bitcoin, toutes ces choses-là, vraiment, je vais caler vite. Mais, tu vois, sur les basiques, je sais avec quoi je traite, quoi. Donc ça, je pense que c'est le plus important. Une fois qu'on a compris, voilà, Et si tu regardes juste dans la bourse ou la monnaie en général, ou même payer avec une carte Visa, oui, personne, voilà, va m'expliquer comment ça se passe, une carte Visa, comment ça fonctionne, ou quand t'achètes une action, comment ça se fait qu'elle est pas vendue 2 fois, enfin, c'est des trucs hyper techniques, tu vois. ouais, Donc, exactement, ouais. Donc, ouais, je suis bien d'accord avec toi. Donc voilà, quand même comprendre les bases, se renseigner évidemment pour savoir aussi sur quoi on va investir, parce que ça c'est quand même le truc de base, quoi. Après, quand on veut se lancer un peu plus, bon bah déjà c'est créer un compte sur une plateforme pour commencer. C'est obligatoire pour acheter de toute façon. Donc là, moi en général, je vais recommander. Bon, il y a Binance qui est le leader mondial évidemment. Moi, j'aime bien recommander aussi Kraken, que je trouve un peu plus petit, un peu plus je sais pas, le mot c'est pas vraiment ça, mais j'allais dire amical. Tu vois, je trouve Binance c'est la jungle. Binance, il y a Binance, tu peux faire trop de trucs, voilà. dessus. Tu reçois tout le temps Binance, des notifs. Ouais, vous pouvez gagner, je sais pas, 1000 jetons si vous allez là-dessus, mais ouais, c'est vrai que c'est. Ouais, c'est ça. Il y a toujours plein d'offres de staking, de pooling. D'ailleurs, Binance, il m'énerve beaucoup pour ça. Je trouve qu'il tire beaucoup sur les débutants à offrir 6000 possibilités de pooling, de staking, de cartes de crédit Binance Card, même des trucs. Ils inventent des noms, ils inventent des nouveaux noms, le pooling, staking, rewarding. Enfin, ils t'inventent tout ce qu'ils veulent pour globalement que tu viennes sur la plateforme et que tu aies l'impression de gagner des intérêts de fou. Et donc ça, je suis pas fan de ça chez Binance. C'est pour ça que je recommande souvent aussi du Kraken qui est beaucoup plus simple. Du staking, il y en a pas trop. Ils ont pas d'offres spécifiques pour marketing comme ça pour attirer les débutants. T'achètes, tu vends. Il y a une interface très simpliste où ils vont prendre 1,5% de frais, ce qui est quand même beaucoup, mais ce qui reste raisonnable par rapport à du Coinbase par exemple. Et à la fois, t'as un onglet un petit peu plus avancé si tu vas dans l'onglet transactions. Bon, j'entre plus dans les détails là, mais en fait c'est juste pas l'onglet où il y a écrit acheter la crypto, c'est l'onglet transactions. Si tu passes par là, c'est ce qu'ils appellent l'interface de trading ou l'interface complexe, je crois ils l'appellent un truc comme ça. Et là, tu passes à 0,16% de frais. Bah, franchement, Ouais. j'ai montré à ma mère comment faire. Elle a réussi à acheter du Bitcoin via l'interface complexe. Hein. C'est juste, Ouais. faut donner un ordre, faut donner un prix d'achat. Il faut juste comprendre pourquoi il faut donner un prix d'achat. C'est un produit en croix à faire qui est très simple. Et là, tu passes à 0,16% de frais. Je crois pas que tu puisses acheter à moins dans la crypto. C'est comme chez Coinbase, c'était pareil en fait. Il y a Coinbase et Coinbase Pro. Pro, ouais, j'ai jamais utilisé Coinbase Pro d'ailleurs. Ouais, bah moi à l'époque en 2017, ça avait un autre nom, je l'ai oublié d'ailleurs. Et c'est pareil, les histoires de frais, c'est de 2,5 à 0 et quelques. Donc ouais. Ah ouais, bah, Après, sur Coinbase normal, 2,5, t'es gentil. Hein. C'est 2,5, c'est ce qui est affiché officiellement. Pour avoir vu ça un petit peu de l'intérieur durant des expériences. En fait, tu dois rajouter le spread après. Le spread, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Il peut être largement gonflé par la plateforme. Bon, ça c'est un truc qui est assez technique, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais en gros, voilà, vu qu'il l'achète pour toi, il profite pour te l'acheter plus haut. Et en fait, ça c'est des frais supplémentaires qui sont invisibles. Et en général, Coinbase, au final, t'es plutôt à entre 4 et 5. Hein. Ouais. Suivant les cryptos. Ça commence à faire pas mal. Quoi. Quand tu mets 1000 euros, 40, 50 euros, ça commence à faire pas mal. Ouais, et ça, c'est à l'achat. Après, quand tu le revends, bah, c'est dans... Ouais, à la vente, c'est la même. Plus tu dois enlever après la flat tax si t'as des gains, pardon. Ouais. Donc ouais, ça commence à faire beaucoup. Donc ouais, voilà. Moi, je vais recommander, plutôt du Binance Kraken. Et si vraiment on n'a pas trop de problèmes avec les frais, hein, j'en connais, hein, ils préfèrent vraiment avoir une interface très simple.
ils se disent, tu vois, je vais acheter une fois et je vais garder ça plusieurs années, donc ça me dérange pas d'avoir une fois 3% de frais ou 4, mais je veux un truc très simple, avec une app mobile vachement optimisée et tout. Bon, bah, c'est vrai que Coinbase, ils sont forts pour ça, il y a pas à dire. Mais c'est sûr qu'au regard des frais, moi, je recommanderais vraiment pas. Ok, Voilà, donc là, donc on ça, ouvre un compte. ouais. Voilà, on le charge. Donc, Ouais, par après virement. évidemment Ouais. virement bancaire toujours, jamais en carte, à moins voilà, la seule excuse ou qui est valable pour payer une fois en carte, c'est voilà, vous voulez vraiment faire un test, tu veux ouvrir un compte Binance et mettre 50 € vraiment juste pour voir comment ça se passe quand tu achètes, quand tu revends, etc. Il y a vraiment des gens qui ont besoin de se rassurer par rapport à ça. Bon, là, ok, pour essayer rapidement, faire un paiement en carte à 50 €, mais il faut savoir voilà que là pour le coup, c'est affiché, ça va être un bon 5% de frais, 4 ou 5 là, sur Binance. Donc voilà, en carte de crédit, on se fait assassiner. Donc en connaissance de cause pour un test, pourquoi pas. Sinon, virement bancaire, évidemment. Virement bancaire, ce sera si vous êtes sur une plateforme qui prend des frais sur le virement bancaire, fuyez. Kraken, Ouais. Binance maintenant. Binance, il y a eu des moments où il y avait des frais. Maintenant, c'est de nouveau revenu à 0 frais sur les virements. Donc voilà, Binance, Kraken, FTX, toutes ces plateformes-là, il y aura 0 frais sur les virements. Donc là, ouais, on a prévu de son compte en virement bancaire. Et là, en effet, il peut avoir la première question de combien je mets. Bon, alors c'est une question, il y a des règles, et c'est à la fois aussi une question qui est très personnelle. Euh, la crypto, voilà, faut le savoir. Bon, je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, c'est très risqué. Donc forcément, ça doit être un petit morceau de votre patrimoine. En général, on va dire moins de 10%, même des fois, en fonction de la Ouais, taille du capital, c'est même plutôt moins de 5. bien sûr. Après, ça dépend encore une fois de votre capital et de Et votre en tout cas, appétence pas au tout de risque. suite, quoi. C'est aussi ça. Oui, Pas le aussi pas mettre les 5 d'un coup, quoi. exactement, aussi pas tout d'un coup. Après voilà, j'ai envie de donner aussi un peu de nuance à ça parce que tu vois, moi par exemple, quand j'ai investi la première fois en 2017, il y a 5 ans, j'étais encore étudiant. Oui, Tu vois, donc j'avais là, commencé. Tu vois, t'as pas 1000 j'avais euros sur mis. ton compte, tu vas pas mettre 5 €, quoi. Voilà, tu vois, c'est ça. Ouais. Je crois que j'avais mis 500. C'était pas 5% de mon capital, c'était beaucoup Ouais. plus. Mais à la fois, Non, tu vois, c'est, je regrette pas parce que de toute façon, t'as pas encore d'argent de côté, t'as pas encore vraiment de patrimoine, bien sûr. donc ça a pas vraiment Ça de faisait pas sens de 10 ans que tu rester. le construisais pour tout perdre tout de suite, quoi. Exactement, voilà. Par contre, un adulte, voilà, qui a économisé depuis plusieurs années, qui a un joli patrimoine, qui va avoir un bien immobilier, un peu de bourse, tu vois, un capital à 6 chiffres, etc. Même plusieurs fois 6 chiffres, tu vois, qu'on va parler en Hmm. 200, 300, 500 000 euros de capital en tout avec un bien immobilier, de la bourse, de l'argent sur son livret A. Malheureusement, j'espère que vous ne faites pas ça, mais ça arrive souvent quand même. Bon bah là oui, voilà 5% max pour commencer. Et puis si vraiment on prend goût, qu'on est très à l'aise, qu'on est dans une gestion très active, qu'on a envie de prendre un peu plus de risques, peut-être monter un tout petit peu plus. Mais après, faut pas être trop gourmand. En effet, c'est vrai que tu donnais un bon conseil tout à l'heure. Moi, je le conseille aussi beaucoup. C'est de tout noter en fait. C'est-à-dire ouais, noter combien tu te dis que tu veux mettre. Mais il y a pas que ça. Il y a plein de choses à noter au fur et à mesure. Tu vois, là, on va y venir après, mais tu vois, quand tu achètes une crypto, noter combien tu as acheté de cette crypto, à quel prix, et à quel prix tu te dis que tu veux sortir. Parce que faire des gains en crypto, c'est pas si difficile. La crypto, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, ça a été très cyclique. Le Bitcoin, à n'importe quel moment depuis sa création, donc depuis on- euh, 10, 12, 14 ans maintenant, depuis 14 ans qu'il existe le Bitcoin, à n'importe quel moment où vous l'aviez acheté, vous étiez en gain après 2 ans max. Donc même si tu l'achetais au plus gros des pics, Hmm. qu'il y a eu un moment et À qu'après c'était la 65 traversée 000, du enfin, désert. ouais. Ouais, à 67. Bon là, bah non, là on sait pas encore du Là, on n'y coup. est pas encore, ouais, On n'y est pas aux encore. deux Mais même ans, si tu avais ouais. Ouais. acheté à 20 000 en 2017 par exemple, après Hmm. c'était redescendu à 3, mais en fait il a fallu 2 ans pour revenir à ces 20 000. Ouais. Donc aujourd'hui, voilà, il y a toujours eu du gain, mais les performances présagées les performances passées, Non, pardon, c'est ne présagent pas présage. des performances futures. Donc on sait jamais, et surtout, voilà, faut se dire, ok, faut viser un prix, même si derrière il n'y a pas forcément une giga analyse de trading avec plein de repères de signaux, etc.
mettez-vous un prix et essayez de vous y tenir parce que faire des gains, ça va être relativement simple. C'est quasiment sûr qu'à un moment, vous allez être en gain. Par contre, prendre ces gains et sortir et ne pas manger les énormes chutes qu'il y a derrière comme celles qu'on voit là depuis novembre, ça c'est beaucoup plus dur. Ouais, bien sûr. Et en général, c'est ce qui se passe tout le temps. Les gens rentrent et puis c'est très rare les mecs qui rentrent. Enfin, il y en a forcément, hein, mais c'est assez rare les gens qui vont rentrer au top du top du top. Tu vois, même si tu rentrais à 60 000, bon bah à 67 000, tu commençais à avoir un gain sympa. Et en fait, bah là, si t'as pas vendu, t'es à moins 50%. Ouais. Donc ne pas être trop gourmand dans la crypto, savoir parce qu'on peut vite quitter la terre avec la crypto. Voilà, un x10 dans la crypto, c'est très régulier. Donc ouais, faut garder les pieds sur terre et ça c'est pas facile. Donc bon, là je me suis un peu avancé. On était à créer un compte. On crée un compte, ça c'est fait. On a mis de l'argent, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ouais, on a dit combien mettre à peu près. Donc là, bon, le meilleur conseil, c'est d'y aller doucement. Hein. Mettez 1000, mettez 2000, mettez 3000 et puis rajoutez après au fur et à mesure que vous êtes de plus en plus à l'aise. Et après, ouais, c'est vrai que tu posais aussi la question de rajouter régulièrement. Là, après, je pense que ça rentre dans un cadre plus global, tu vois, si on admet que t'es salarié ou en tout cas que t'as un salaire fixe, en général, normalement, voilà, on va dire, tu vois, sur ton salaire, t'essayes de mettre une part de ce salaire de côté, tous les mois. Bon, et sur cette part que tu mets de côté, peut-être que tu la redivises, entre un peu dans la bourse, un peu dans la crypto, et un peu peut-être sur ton livret A, parce que j'autorise à sécuriser une petite partie de son portefeuille. Sur un livret A, faut toujours avoir une petite épargne de sécurité. Moi, j'appelle une épargne de sécurité, j'appelle ça en cas de problème ou quoi. Donc voilà, tu resépares après un peu cette somme que tu mets en réserve tous les mois. Et puis ça, en effet, la part que tu mets dans la crypto, bah tu peux l'ajouter tous les mois sur ton portefeuille. Ça peut être, voilà, enfin franchement, même 50 euros, c'est bien quoi. Il y a pas de bon chiffre. Si c'est 50 euros que tu peux te permettre, voilà, faut aussi ce qu'on n'a pas dit, c'est que toutes les sommes que tu vas mettre dans la crypto, c'est des sommes que tu peux te permettre de perdre. C'est-à-dire, en soi, personne n'a envie de perdre l'argent qu'il met dans la crypto ou dans la bourse, hein, parce qu'on dit la même chose dans la bourse. Personne n'a envie de perdre. Ce qu'il faut comprendre dans tu peux te permettre de perdre, c'est-à-dire que si demain c'est quoi ton worst case scénario, on dit souvent, tu vois, c'est quoi ton pire scénario de vie, je sais pas, t'as un accident, tu te fais licencier, qu'est-ce qu'il te faut pour vivre, tu vois, c'est quoi le minimum d'argent qu'il te faut pour vivre par mois, et sur combien de mois tu veux assurer ça, tu vois, il y a des gens qui vont être assez risqués, ils vont se dire ok, moi sur mon épargne de sécurité, je mets que 3 mois de ce qu'il me faut pour vivre. Il y en a qui vont mettre 6, il y en a qui vont mettre 6 mois, il y en a qui vont mettre 1 an. Encore une fois, voilà, ça dépend encore beaucoup de votre profil de risque. En tout cas, voilà, il faut pas que vous vous retrouviez demain, vous avez un accident de voiture, faut réparer la voiture. Faut pas que ce soit l'argent qui soit dans la crypto qui soit nécessaire pour réparer la voiture, quoi. Voilà, c'est ça le plus important en fait. C'est qu'en cas de problème majeur dans votre vie, il faut pas que l'argent qui soit dans la crypto soit vital, parce que on sait pas ce qui peut se passer dans la crypto du jour au lendemain, ça peut faire moins 50. Donc voilà. Et ça, aussi, dans la crypto, ce qui existe, c'est, même si c'est pas tout le monde, tu peux te faire hacker, tu peux les perdre, tu peux te tromper d'adresse, tu peux te tromper de réseau. Enfin, il y a un vrai risque de perte qui existe, que tu as beaucoup moins dans d'autres domaines, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, t'as tout à fait raison. Hein. La crypto, c'est génial. C'est décentralisé. On reprend la main sur ses fonds. On gère tout. Mais en effet, on gère tout. Et comme je dis à tous mes clients et à tous les gens qui je fais rentrer dans la crypto, voilà, t'envoies tes 1000 euros de Bitcoin de Kraken à Binance. Tu te trompes. Voilà, il y a les adresses des portefeuilles, c'est l'équivalent d'un IBAN sur un compte bancaire. Tu te trompes d'un chiffre. Bon bah la banque, elle retrouve le virement, elle te recrédite ou elle redirige au bon endroit. Dans la finance traditionnelle, dans la crypto, voilà, t'envoies de Kraken à Binance, tu te trompes d'un chiffre ou d'une lettre, c'est terminé. Au revoir. Ton argent, il est perdu, ouais. L'argent, il est perdu. Il est perdu à jamais. C'est impossible de revenir en arrière. C'est comme ça. C'est prévu comme ça. Voilà. Donc c'est sûr que oui, il y a et puis il y a tout ce qui est hacking et tout qui est très présent aussi. C'est une certitude. Ouais, t'as tout à fait raison. Donc okay. ouais, donc, voilà. Là, on a fait. Ouais, excuse-moi, mais on avait fini, t'as raison. Remettre régulièrement, en fait, ce que tu peux et ce que tu veux par rapport à ton niveau de risque et par rapport à ce que tu mets de côté. Ça peut être 50 euros, ça peut être 200, ça peut être 1000, 2000. Après, voilà, ça dépend des revenus de chacun, forcément. Voilà, exactement. Et du coup, qu'est-ce qu'on achète? Tu vois, t'as un peu
les coins les plus connus, Bitcoin, Ether, t'as un top 5, top 10, top Ouais. 100, t'entends parler sur Twitter d'un projet, voilà. Sur ces, voilà, admettons, j'ai 10 000 euros maintenant. Comment, tu vois, je viens de m'intéresser à la crypto, ça fait un mois ou deux, je me suis un peu renseigné, j'ai 10 000 euros. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Bon, déjà de pas tous les placer d'un coup, ça on vient d'en parler. Ouais. De commencer gentiment, peut-être sur les 10 000, de commencer par mettre 1000. Pour plusieurs raisons. Pour la raison qu'on vient de citer, donc d'y aller doucement, de se rassurer, etc. Et aussi l'autre raison qui est encore plus importante et ce coup-ci d'un niveau plutôt technique de trading, on va dire, c'est que c'est très dangereux de rentrer toute la somme qu'on veut mettre sur un seul niveau de prix. C'est-à-dire que voilà, par rapport on l'a dit juste avant, imaginez que vous avez pas de chance, vous arrivez à un moment où le marché est très haut sur un cycle, voilà, et là vous arrivez, le prix du Bitcoin il est à 65 000, et là vous posez les 10 000 sur le Bitcoin à 65 000, bon bah là la chute actuelle elle est très très dure à encaisser. Alors que si vous aviez mis que 1000 et que vous aviez attendu quelques mois, voilà, pour voir comment le cours continue à s'apprécier, et ben là aujourd'hui vous auriez sûrement encore des liquidités pour moyenner votre prix d'entrée à la baisse. Voilà, si vous avez acheté 1000 euros de Bitcoin à 65 000 et aujourd'hui vous en achetez 1000 euros à 30 000, bon bah votre prix de revient il est au milieu, quoi, il est à 45. Donc c'est ça qui est intéressant. Ça d'ailleurs c'est une technique qu'on peut pousser vraiment plus loin, qui s'appelle le DCA, c'est le dollar cost averaging. En fait, ça veut dire acheter le même nombre. Donc là, on prend en dollars, pour nous, ce sera plutôt en euros. Donc acheter le même nombre d'euros d'une crypto de manière très régulière. Donc par exemple, ça va être acheter 50 euros de Bitcoin tous les lundis. Donc ça peut se faire automatiquement. Je connais Stackinsat, ouais, je crois c'est Stackinsat, c'est un service français qui fait ça. Et je sais qu'il y a des plateformes qui le font. Je crois que Coinbase propose de le faire directement dans la plateforme. Et ça, franchement, pour quelqu'un voilà qui vise du moyen long terme, qui s'intéresse à la crypto, mais qui veut pas non plus y passer des lustres, etc. Pour moi, ça c'est la meilleure stratégie. C'est obligatoire en fait, même pour un initié, etc. À moins de s'y connaître vraiment et de penser qu'on est sur un très bas et de rentrer une grosse ligne d'un coup. Voilà, quand on veut rentrer sur une crypto, rentrer en plusieurs fois, c'est quasiment obligatoire. Donc là, je suis allé plutôt sur une stratégie. Mais tout ça pour dire que, ok, t'as 10 000 euros, donc déjà, tu vas pas tout d'un coup. Et ensuite, honnêtement, je pense que c'est indispensable de passer par le Bitcoin pour deux raisons. Déjà, il fait moins 50%, mais il a pas fait moins 99%, ce qui arrive sur exactement, sur voilà, dans tout ce risque qu'est la crypto, c'est moins risqué. Voilà, sur la chute qui est de tout le marché crypto depuis novembre, à moins quelques exceptions, des cryptos qui se sont créés entre-temps ou qui ont un contexte spécifique, etc. 90% du marché, même plus que ça, a perdu plus que le Bitcoin sur ces 5 derniers mois. Donc déjà, c'est le moins risqué en termes de chute. Alors c'est aussi celui qui va apporter sûrement le moins de gains à la hausse. Mais voilà, vous rentrez, il faut se mettre en confiance. Vous aurez tout le temps d'aller sur les shitcoins, sur les shitcoins qui font moins 90 et x10 dans un sens et dans l'autre. 2 jours. Après, voilà, moi je pense que commencer par le Bitcoin, c'est aussi la crypto, quoi. Voilà, c'est la crypto, c'est le patron, ça représente 50% du marché, c'est là où il y a le plus de volume. Je pense aussi que c'est le plus intéressant techniquement aujourd'hui. Alors, en tout cas, dans une démarche de le posséder. Je veux dire, tu vois, Ethereum, c'est super intéressant pour faire des transactions, pour faire de la finance décentralisée, pour aller acheter des NFT, pour plein de choses. Mais c'est plutôt, en fait, l'Ethereum, faut voir ça plutôt comme l'essence de tout un écosystème. Alors oui, on peut l'acheter et le garder parce que a priori, il prendra quand même aussi de la valeur au fur et à mesure qu'il va se démocratiser. Mais ça n'a pas vocation à être une réserve de valeur déflationniste comme le Bitcoin. Donc je pense que quand même commencer par le Bitcoin et encore une fois rejoindre le point aussi, comprendre que le Bitcoin, son fonctionnement, la valeur qu'il veut apporter, etc. C'est indispensable. Donc je commencerai par du Bitcoin, ça c'est une certitude. Après de l'Ethereum, honnêtement, voilà, avoir du Bitcoin, avoir de l'Ethereum, c'est quasiment obligatoire, au moins pour commencer en tout cas. Après, quand on veut être vraiment très risqué, peut-être on peut se séparer un peu du Bitcoin. Moi, c'est ce que j'ai fait un peu ces derniers temps. Voilà, aujourd'hui, je vais sur plus de risques, etc. Parce que je
Je pense que voilà, j'ai plus d'expertise, je suis capable de mieux appréhender les projets risqués, de mieux les analyser, etc. Bon, bah, au fur et à mesure, je me risque un peu plus et je suis sorti du Bitcoin. En tout cas, j'ai allégé ma position en Bitcoin. Ça, c'est quelque chose qui est possible après, mais pour commencer, ça reste le mieux. Bitcoin, Ethereum. Après, on peut aller sur ce qui s'appelle sur ce qu'on appelle les Layer 1. En fait, les Layer 1, c'est d'autres écosystèmes qui sont souvent, en fait, complètement concurrents à Ethereum, mais qui ont des valeurs, enfin, qui ont des technicités un tout petit peu différentes. Les leaders actuellement, bon, on les retrouve en général dans le top 10, top 15, top 20 maximum. Ça va être Avalanche, Solana, Matic Polygon, Cardano, j'aime un peu moins personnellement. Ce que j'en ai oublié, Solana, Avalanche, Polygon. Voilà, déjà avec ça, il y a Phantom, il y a Luna aussi, Luna qui est très 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 bon, qui est arrivé très en force là un peu plus tard. Voilà, tous ces écosystèmes là, ils sont très bons, ils sont en plein développement. Donc bon, ça, comment tu définirais pour quelqu'un qui connaît pas vraiment ce que c'est un layer 1? C'est un peu les fondements, une route, ou comment on pourrait décrire ça? C'est un peu en fait, c'est la technologie sur laquelle va s'appuyer les projets. Ouais, c'est ça. En fait, en fait, c'est les blockchains, tout simplement. Les blockchains, c'est un peu des écosystèmes. Voilà. En fait, Ethereum, c'est une crypto, l'Ether, le TH, mais c'est aussi une blockchain. Il y a la blockchain Ethereum et la crypto Ethereum. Donc, évidemment, Ethereum, ils ont créé les deux d'un coup. Ils ont créé leur blockchain avec leur crypto. Mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui créent des cryptos sur la blockchain Ethereum. Par exemple, AEV, qui est sur d'autres blockchains aussi maintenant, parce qu'après on peut adapter son projet à plein de blockchains. En fait, c'est un petit peu comme si on développait une app mobile et qu'on la créait pour iOS, ouais, voilà, ok, le système de Apple, et Android, le système qui est valide pour tous les autres téléphones. Bon, bah en fait, Ethereum, c'est un iOS, Avalanche, c'est un Android. Polygon, c'est un autre Android. Après, Polygon, c'est un peu spécial parce que c'est basé aussi sur Ethereum, mais là pour le coup, on arrive vraiment sur des choses techniques. Ouais. En gros, voilà, Avalanche. C'est un peu ça, voilà. En tout cas, Avalanche, Ethereum, Solana, Luna, ça c'est c'est un peu 4 Android. L'équivalent de vos Android. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et après, donc, tous les autres. Chaque crypto, donc Avalanche comme Ethereum, c'est une crypto et c'est une blockchain aussi. Donc quand on achète de l'Avalanche, on achète, encore une fois, ce que moi j'aime bien dire, l'essence de l'écosystème. Voilà, tout ce qui va se faire dans l'écosystème Avalanche va à un moment passer par la crypto Avalanche. Les frais de transaction vont être en Avalanche. La création d'NFT va inclure de payer de l'AVAX. Ça, voilà, le short term c'est AVAX. En fait, tout ça va être payé en Avalanche, sur Avalanche, en Ethereum sur Ethereum, en Solana sur Solana. Donc ces cryptos-là, ces écosystèmes-là, ils sont en plein développement. Ils sont déjà très gros, mais ils ont encore beaucoup de potentiel. Ouais, ils ont grimpé très vite dans le top 10, top 15. Ouais, clairement. Le Luna, je sais pas où il en est maintenant, et le Luna et le Solana. Ouais, Luna très 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 fort. Ils ont vraiment bien. Donc ouais, c'est vrai que ça c'est pas idiot de miser là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui le font. Bah, moi j'en ai forcément, mais. En fait, c'est des cryptos. Au-delà de la technologie, etc. En fait, c'est des cryptos où t'es pas sur Bitcoin et Ethereum qui sont vraiment les deux plus grosses de très loin. Donc tu prends un petit peu plus de risques. Normalement, si tout se passe bien, ce sera un peu plus de reward derrière. Voilà, a priori, évidemment, ça paraît logique. Solana est beaucoup moins gros que Bitcoin aujourd'hui. Il a une plus grosse marge de progression, donc il y a une plus grosse espérance de gain. Si Solana rejoint le niveau d'Ethereum, je pense que ça veut dire, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je pense que il doit faire encore au moins entre x5 et x10 sur son prix pour être, sur sa capitalisation et donc sur son prix pour arriver au niveau d'Ethereum. Donc c'est des projets où on peut commencer à se risquer un tout petit peu plus, tout en restant sur des valeurs quand même très sûres. Après, pour aller sur un peu plus de risques, on va pouvoir commencer à aller chercher des cryptos qui sont pas des écosystèmes entiers, mais qui sont des projets un peu plus précis. Là, on peut aller chercher des cryptos de la finance décentralisée, AAV par exemple, Maker, Uniswap, ça va être des projets intéressants. On peut aller chercher. Après, c'est aussi les écosystèmes qui nous intéressent. Si par exemple le gaming, le métaverse, c'est des choses qui vous intéressent. Là, on peut aller regarder du côté de Axie Infinity, de Sandbox, de Decentraland, qui vont être les leaders sur ces sujets-là.
Voilà, après on peut chercher les sujets et prendre les gros leaders de ces sujets-là pour commencer. Et puis après, au fur et à mesure, c'est Voilà. Là, on est déjà pas mal, c'est- là. On ouais. commence là. Ouais. Là, on commence déjà à être sur des choses un peu plus risquées, un peu plus Ouais. avancées. Et puis après, voilà, on peut arriver sur du dégène, comme on appelle ça. Et on peut arriver, voilà, après à trouver des small caps, comme on appelle ça, des toutes petites capitalisations, et essayer de trouver la prochaine pépite, voilà, le prochain Ethereum, le prochain Solana, le prochain Axie Infinity. Et c'est là qu'il y a potentiellement des fois 100 à faire, mais c'est là où il y a tout à fait à faire, à moins 98% aussi. Ouais, voilà. Ok. C'est ça qu'il faut pas oublier. Ok. Et du coup, bah, on peut peut-être parler vite fait de ce que vous faites, vous, chez Crypto Guys. Exactement. Si Ouais, demain je vous appelle, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? ouais, avec plaisir. Bon, c'est vrai que du coup, là, on a parlé des différentes cryptos. J'ai commencé un peu à parler de stratégie avec le DCA, là, le dollar cost averaging, d'acheter, pardon, de manière très régulière. Voilà. En fait, après, il y a l'idée de la stratégie. Quelle stratégie il y a? Bon, la plus connue que les particuliers utilisent en général, c'est le hodl, on va dire. C'est acheter et garder assez longtemps ces cryptos. En général, on va parler de plus de 2 ans et se dire voilà, moi je suis long terme, je m'en fiche si à un moment il y a moins 30, moins 50 ou même moins 70. Moi, ce que je pense, c'est que sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, ce sera plus haut que j'achète maintenant. Donc voilà, j'investis sur du long terme, j'achète une fois ou j'achète en plusieurs fois. Même si on est sur du hodl, je conseille d'acheter en plusieurs fois. C'est pas compliqué à faire. Et ensuite, voilà, je garde sur plusieurs années, je laisse courir. Donc, c'est possible. Moi, je trouve ça de plus en plus risqué parce que quand même, la crypto, ça commence à vraiment grossir. Encore une fois, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Décidément, j'ai du mal. On sait pas. Il peut y avoir des régulations dures qui pourraient arriver à un moment. Il pourrait y avoir des très mauvaises nouvelles. On est sûr de rien. C'est quand même encore très jeune tout ça, donc c'est quand même assez risqué. Donc après, tu as la gestion active, voilà, ce qu'on a un peu parlé aussi, hein, choisir ses propres cryptos, rentrer, définir des points de sortie, sortir un peu à la main, et là, ça commence à être quelque chose où tu vas être dans des actions au minimum hebdo, mais même voire quotidienne, voilà, quotidiennement regarder les prix, tes investissements, où ça en est, prendre des décisions, sortir, rentrer. Donc là, voilà, on est dans une gestion active. Après, tu peux avoir du trading. Là, trading, pour moi, pour un particulier, à moins voilà de se mettre à se former d'un coup, dire ok, je veux me former au trading, prendre des formations et se tuer, voilà. Là pour le coup, faut trader, faut perdre de l'argent, faut gagner de l'argent, faut perdre de l'argent, faut faire. Et ça peut rentrer, et on peut devenir trader peut-être au bout de plusieurs mois, ça c'est obligatoire, mais voire moi je pense plutôt plusieurs années. Et en fait c'est un métier pour moi trader, hein, donc c'est très difficile, c'est très complexe, et même en se formant techniquement, ce qui est déjà très dur. Moi, ce que je trouve le plus dur dans le trading après, c'est le mental, c'est être capable d'avoir une stratégie, de s'y tenir, etc. Donc voilà, c'est un métier. Si on veut s'y mettre à fond à 100%, pourquoi pas, mais voilà, c'est un métier pour moi. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est ce qui va être tracker. Moi, ce que j'utilise par exemple beaucoup en bourse, voilà, c'est une bonne solution pour justement les gens qui veulent pas s'y mettre à 100%. Moi, par exemple, j'utilise pas trop ça en crypto parce que je vais être capable de sélectionner des projets spécifiques moi-même. Mais par exemple, dans la bourse où je suis beaucoup moins impliqué, les trackers, ça fait déjà très bien le job pour moi. En général, tu vas avoir un petit peu moins de performance qu'en choisissant les bonnes actions ou les bonnes cryptos pour la crypto. Mais ça va être une performance qui va être mutualisée. Donc, ça va être intéressant. Ton niveau de risque qui va bien diminuer aussi, ouais. Exactement, le niveau de risque va vraiment diminuer. Et ce qui est intéressant dans la crypto, c'est que tu peux avoir des trackers sur des écosystèmes, comme on en parlait juste avant. Donc par exemple, tu as des trackers sur tout un panier de projets métaverse, tu as des trackers sur tout un panier de projets de la finance décentralisée. Donc ça peut être très cool. Là, je recommande Nested, qui est une solution décentralisée, qui est assez complexe à prendre en main. Et sinon, il y a TokenSet. Mais pareil, tout ça, c'est décentralisé. Ces cryptos-là sont pas encore disponibles parce qu'en fait, après, ils en font une crypto de ces trackers-là. Ces cryptos-là sont pas encore disponibles sur les grosses plateformes. Je pense pas qu'ils les listeront un jour parce que je pense qu'ils proposeront eux-mêmes leur propre tracker. Ouais. C'est ce qui se fait déjà d'ailleurs sur Coinbase. Coinbase le fait déjà. Mais si on s'intéresse un peu à la finance décentralisée, etc., on peut se faire ses propres trackers. Ça peut être sympa. Ou acheter du coup des trackers déjà préfaits. Et ensuite, la dernière solution qui me semble envisageable, c'est des gestions automatisées. Donc là, il y a deux options. Il y a la gestion automatisée par des robots.
ça peut être sympa. En général, les robots ils font du scalping, donc c'est beaucoup de trades sur des très petites amplitudes. Donc ils vont prendre plein de trades dans la journée, ils vont acheter et quelques dollars plus haut ils vont revendre et inversement. Ils vont faire plein de petits mouvements. Ça peut être intéressant, mais les robots, moi je suis pas un grand fan parce que ça casse. Voilà, on l'a encore vu là en novembre. Voilà, un pote qui était sur un robot de trading un peu connu dans l'écosystème là qui fonctionnait bien, ça marchait bien et sur une grosse chute comme il y a eu en novembre, 25% en 2 jours je crois. Et ben le robot il a pas appris à gérer ce genre de situation. Il est un peu bête et il a tout cramé et ils ont reperdu tout ce qu'ils avaient gagné et même plus. Donc moi je suis pas un grand fan. Pour compléter, tu vois, encore une fois, après dans la crypto, tu peux diversifier, tu peux faire une partie hodl, une partie sur des trackers, une partie sur des gestions automatisées. Donc sur une petite partie sur son portefeuille crypto, pourquoi pas. Mais nous, ce qu'on propose du coup chez CryptoGuys, c'est la dernière solution, qui est une gestion automatisée, mais humaine. C'est-à-dire qu'en fait, on a un trader dans l'équipe qui a sa stratégie, qui lui trade depuis 5 ans sur le marché crypto. Ça fait 5 ans qu'il fait des bonnes performances, donc voilà, on estime que sa stratégie est largement validée. Et donc en fait, c'est tout simple. On propose à nos clients de se connecter à ces mouvements. Les fonds restent sur les comptes Binance des clients, donc on prend pas possession des fonds, on n'a pas le droit et on souhaite pas le faire. On souhaite que le client garde la main sur ses fonds. Il nous donne une autorisation de connexion de trading à son compte Binance et on peut envoyer les informations à son compte. Et du coup, tout ce qu'on fait sur le marché est reproduit sur le compte du client et ça permet donc de bénéficier des performances de notre trader sans rien faire. Après voilà, on invite nos clients à suivre au moins d'un œil un petit peu ce qui se passe régulièrement. On peut les appeler, on est disponible, numéro de téléphone, on donne tout, mail, etc. On est très disponible avec nos clients. Mais voilà, si on a des clients voilà qui mettent 5, 10, 15, 20 000, 50 000 et après voilà ils nous font confiance. Et ils nous laissent, voilà, ils se connectent à notre stratégie et voilà, le but c'est qu'on leur génère de la performance comme ça. Donc en général, ça s'adresse plutôt à des personnes. Encore une fois, soit on peut diviser son portefeuille. On a pas mal de personnes chez nous qui ont un joli portefeuille en crypto et qui mettent une partie sur notre gestion automatisée pour diversifier le risque dans la crypto. Moi-même, c'est ce que je fais. J'ai moi-même une partie de mon portefeuille sur notre propre service. Et puis on a des personnes aussi beaucoup qui voilà sont conscients qu'il y a une opportunité dans la crypto, mais qui voilà, comme on l'a dit, c'est compliqué quand même. Ça demande beaucoup de temps, même quand on veut juste acheter, etc. Et qui ont aussi peur de la volatilité, qui n'ont pas envie d'acheter parce que voilà, ils trouvent comme moi que le hodl c'est assez risqué. Ils veulent pas juste acheter 5 000 € de Bitcoin et attendre dans 3 ans qu'il y ait des gains. Ils préfèrent voilà que ce soit une gestion active, mais gérée voilà connectée au mouvement de quelqu'un d'une équipe qui passe le plus quart de son temps sur la crypto parce que c'est ce qu'on fait. On est tous les jours sur les graphes et sur les nouveaux projets, etc. Ça nous passionne. De toute façon, c'est tout simple. Et donc voilà, donc ils nous confient ça et voilà. Donc ça, c'est ce qu'on propose. C'est une des stratégies. On n'est pas les seuls à le faire, loin de là, mais voilà, c'est ce qu'on propose. Ouais. Est-ce qu'on peut, c'est pour les gens qui sont tout débutants, qui comprendraient pas vraiment. En fait, tu peux te connecter, ça s'appelle un API, hein, ça, ou ouais, une clé API, ouais. En fait, tu peux pas retirer les fonds, tu peux pas en rajouter si tu as la clé, mais tu peux en fait dire au portefeuille ce qu'il doit faire. En gros, c'est ça. Donc si demain, toi, tes clients, d'un coup, t'as peur, je sais pas, on entend CryptoGuys sont en train de partir avec la caisse, parce qu'on n'espère pas, et tu peux couper l'API tout de suite. Et puis il y aura pas accès à tes fonds, tu t'en disposes comme tu veux. C'est pas comme si tu faisais un virement de crypto chez vous et que après vous les rendez quand vous voulez, quoi. C'est pas la même chose, quoi. Exactement. De toute façon, en fait, on pourra, comme t'as fait raison, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques dans la crypto. C'est ça aussi qui fait peur. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est ce qui fait aussi beaucoup peur aux débutants. Déjà, nous, voilà, en fait, la clé, enfin l'autorisation de connexion que nous donnent nos clients, ça ne nous permet absolument pas de retirer les fonds. Donc en fait, on pourrait juste pas partir avec la caisse. En fait, c'est impossible. Et en plus, les clients qui passent chez nous, ils signent des conditions générales. On a une entreprise qui est enregistrée en France ou RCS.
on a un compte en banque en France. Enfin voilà, après on est aussi une entreprise. Voilà, nous on est sur LinkedIn avec nos vrais noms, prénoms. Parce que voilà, dans la crypto, il y a beaucoup de gens qui souhaitent garder leur anonymité. Anonymat même. Anonymat, oh là 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 là, merci beaucoup. Leur anonymat, j'ai eu un bug. Leur anonymat, je respecte ça, mais c'est vrai que ça donne pas forcément confiance quand tu fais investir des gens, ce qui est notre cas. Donc nous voilà, sur LinkedIn, il y a nos têtes, nos noms, nos prénoms, nos adresses email. Quasiment aujourd'hui, on n'a pas non plus 100 000 clients, hein, mais tous nos clients aujourd'hui ont mon numéro de téléphone. Limite, on converse plus par SMS que par mail. Donc on n'est pas du tout. Enfin voilà, je pense qu'on fait, en tout cas, on fait tout pour donner confiance aux gens qui rentrent avec nous. Parce que à la base on est des passionnés de l'écosystème et on a aussi créé ça pour partager parce qu'on avait plein de gens aussi, tu vois, comme un peu comme toi, ton pote là, on a juste tellement de gens qui nous demandent tout le temps comment je fais pour commencer. Tu peux pas, il y a plein de gens qui me disent tu veux pas prendre mon argent, me l'investir et je te donne 10%, des choses comme ça. Donc bah voilà, maintenant on a créé un service qui propose ça quoi et qui tient la route exactement. Et je pense que c'est vraiment, à mon avis, vrai. Dans la crypto, perdez jamais de vue quand même que c'est votre vrai argent, que vous avez travaillé pour ça. Et si vous le confiez à quelqu'un, renseignez-vous sur les personnes. Et ça paraît du bon. Enfin, si tu fais appel à, je sais pas moi, qui mettrait son argent dans une banque russe, surtout en ce moment, tu vois. Bah alors pourquoi tu vas confier ton argent à un truc qui est en Russie dont t'as jamais entendu parler d'autre que par un site, etc. Donc, où tu vois pas les noms prénoms des mecs, tu trouves pas de boîte enregistrée, tu trouves pas de photos des gens, tu trouves rien du tout. Les mecs ils te parlent que par email, ils sont un peu dans le forcing et ils te garantissent des gains. Voilà, déjà à partir du moment où t'as un gain garanti, c'est alerte rouge. C'est impossible de garantir des gains. Donc faut faire attention à tout ça. Ok, cool. Écoute, on avait un autre sujet, mais là, on est déjà à 50 minutes de podcast. Je voudrais juste parler d'un truc. Je pense que c'est un peu le sujet le moins connu. C'est le play to earn. Si tu peux nous en parler un petit peu. Je sais que visiblement, t'as un intérêt là-dessus. Si tu peux le présenter rapidement. Qu'est-ce qui change avec le play to earn par rapport aux autres jeux? Qu'est-ce qu'on peut y gagner? Comment ça fonctionne un peu? Et qu'est-ce qui existe déjà aussi? Qu'est-ce qui existe déjà? Carrément. Bah ouais, le play to earn, c'est un sujet qui est vraiment en tendance dans la crypto en ce moment. Bon, les trois sujets qui sont très liés en fait, hein. C'est NFT, Metaverse et play to earn, c'est assez lié. Tout ça, c'est très autour du gaming d'ailleurs. Donc le play to earn, bah là pour le coup, c'est vraiment purement du gaming. Hein. C'est des jeux. Et en fait, voilà, comme la traduction l'indique, hein, c'est des jeux pour gagner. Donc c'est des jeux qui se construisent sur des blockchains. Voilà, la blockchain Ethereum, la blockchain Avalanche, la blockchain Binance, il y en a plusieurs. Ils se construisent sur des blockchains, ils créent leur propre crypto, et ensuite, voilà, chaque jeu va avoir ses règles, comme chaque jeu de console qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, chaque jeu de combat va avoir ses règles de combat, sa façon de mettre des coups de poing, etc. Bon bah, chaque jeu crypto aujourd'hui, il va avoir ça, ses règles de gameplay, et il va avoir aussi derrière ses règles de gain, ce qu'on appelle des tokenomics. Et donc chaque projet va mettre en place des choses. En général, aujourd'hui, c'est jouer pour gagner. Donc par exemple, on va prendre un jeu de tir. Par exemple, il existe Mini Royale qui est assez connu. Mega Weapon sur lequel je suis assez bullish comme on dit, un projet que j'aime beaucoup. Mega Weapon, bon bah ça c'est des jeux de tir par exemple, donc ça ressemble un peu à du Call of Duty, en beaucoup moins qualitatif au niveau des graphismes pour l'instant. D'ailleurs, Mini Royale, en fait, ça ressemble complètement à Counter-Strike, pour ceux qui connaîtront. Et donc là, voilà, par exemple, là, c'est un jeu de tir. Voilà, le but, c'est la même chose que sur une console, hein, c'est tuer l'équipe ennemie et gagner la partie. Bon, bah, c'est très bien, sauf qu'aujourd'hui, sur un Mini Royale, sur un Mega Weapon, et ben, suivant certaines règles, bah, tu vas tuer un mec en face, et puis ça va te faire gagner de la crypto du jeu. Et si tu gagnes la partie, bah, tu vas éventuellement gagner encore plus de la crypto. Et derrière cette crypto, bah, tu vas pouvoir acheter des skins avec, par exemple. Donc ça, c'est des apparences pour ton personnage, des apparences pour tes armes aussi. Il y a souvent ça dans les jeux de tir. Voilà, tout un tas d'accessoires dans le jeu. Ça, c'est comme on avait toujours, enfin, dans tous les jeux déjà. Oui, ça pour vous, t'avais des crédits. Ouais. Exactement. Sauf voilà, la crypto que tu gagnes. Donc là, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de changements. Il y a déjà des jeux aujourd'hui où tu gagnes des crédits, tu peux acheter des choses avec ça dans le jeu.
Sauf que cette fois, ça peut être changé contre du vrai argent aussi. En fait, ça, si tu veux rester juste dans le jeu, considérer ça comme du crédit du jeu, bon bah soit ça marche aussi. Par contre, si la crypto du jeu, donc par exemple pour Mega Weapon, la crypto du jeu c'est le Weapon. Bon bah tu gagnes ta partie, t'as gagné du Weapon. Bon bah là, avec ça, tu peux acheter la dernière arme à la mode, le dernier personnage à la mode, etc. Ou tu peux aller sur le marché secondaire, sur une plateforme centralisée ou décentralisée, revendre ces weapons contre de l'Ethereum ou contre de l'euro directement. Et donc c'est là que c'est là qu'apparaît donc voilà cette idée de play to earn où tu vas pouvoir gagner de l'argent en jouant et jusqu'à avoir des revenus assez importants et jusqu'à même en vivre. On l'a vu avec Axie Infinity qui est le plus gros jeu aujourd'hui en play to earn, qui est un espèce de Pokémon. C'est des petits monstres qui se battent entre eux. Le jeu est sympa, mais en soi, je vous l'accorde, aujourd'hui c'est sans plus non plus. C'est pas les jeux vachement futuristes et tout qu'on voit sur les consoles. On est encore très loin de ça. On est sur des trucs encore assez primaires. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se font des 2000 euros sur Axie Infinity par mois en jouant. Et je sais qu'il y a notamment beaucoup de Philippins qui jouent au jeu. Parce que là-bas, même sans se faire 2000 euros, en se faisant un peu plus petits salaires, là-bas, c'est déjà un gros salaire. Et je pense que, je sais pas, le jeu a dû avoir un essor là-bas un petit peu. Il y a dû avoir un gros bouche à oreille là-bas. Je sais qu'il y a une grosse communauté philippine sur le jeu et qu'il y a beaucoup de Philippins qui vivent de jouer à Axie Infinity. Parce qu'en plus, évidemment, ils ont moins besoin d'avoir un gros salaire. Un gros salaire. 2000 euros en France, avec ça, voilà, là-bas, 1000 euros. Ils tous les week-ends, mais là-bas, il y a moyen de. Voilà, eux là-bas, 1000 euros, ça peut leur suffire pour vivre, quoi. Donc, c'est vrai qu'on voit pas mal de choses développées par rapport à ça. Après, il faut faire vraiment très attention parce que c'est un écosystème qui est tout neuf. Et en fait, beaucoup de jeux sont un peu des Ponzi, des pyramides de Ponzi. C'est-à-dire que, beaucoup des jeux, c'est, tu gagnes de la crypto. Avec la crypto, tu peux acheter des meilleurs personnages ou des meilleures armes. Donc, t'es encore plus fort. Donc, tu gagnes encore plus. Et donc, en fait, les mecs qui sont arrivés très tôt sur le jeu et qui ont été plus ou moins forts, mais honnêtement, en général, il n'y a pas besoin d'être très fort. C'est des jeux assez simples. Donc, c'est juste plutôt arriver tôt sur le jeu qui est important. Les mecs qui sont arrivés tôt sur le jeu s'en mettent plein les fouilles en général, on va dire. Et ceux qui arrivent tard se font complètement rincer. Parce qu'au bout d'un moment, le Ponzi s'écroule, les gros sortent. Et les petits qui sont arrivés plus tard se font arracher la tête et d'un coup toute l'économie du jeu s'écroule. On l'a vu par exemple sur Titan Arena, moi je l'ai subi moi-même. C'est un des jeux qui avait vraiment beaucoup buzzé. Il est dispo sur mobile en plus et tout, un jeu vachement sympa, très jouable. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. L'économie a pas tenu. Au début, on pouvait vraiment vivre et se faire un salaire avec. Et ça fait que s'écrouler, parce qu'en fait, tout le monde gagne, et derrière, tout le monde vend la crypto, et donc, en fait, le prix de la crypto fait que s'écrouler, et au bout d'un moment, plus rien ne vaut rien dans le jeu, ce que tu gagnes à la fin d'une partie, ça vaut 5 centimes, et les personnages, ils valent plus rien, donc la valeur des personnages que t'avais s'écroule, la valeur des cryptos que t'avais s'écroule, en fait, tout s'écroule, et l'économie du jeu s'écroule, le Ponzi s'effondre, et en fait, les tokenomics du jeu étaient pas réfléchi dans un optique de moyen long terme, mais t'es plutôt réfléchi pour faire du buzz au début, avec les premiers mecs qui vont faire beaucoup d'argent, et du coup ça va se faire entendre, et tout le monde va venir pour essayer de faire de l'argent. Donc il y a eu beaucoup cette problématique dans les play to earn, et aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de projets qui se développent pour essayer de trouver une solution à ça. Le projet que je mentionnais, Mega Weapon, a trouvé pas mal de solutions par rapport à ça, que je trouve très intéressante, c'est pour ça que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais voilà, en gros, voilà ce qu'est le play to earn. Okay. Je sais pas si. Non, c'est très bien. Je pense que c'est clair. Non, c'est clair. Oui. Voilà. Après, c'est ça. On arrive. La crypto, c'est déjà quelque chose d'exotique par rapport à la finance normale. Et là, on arrive dans un des endroits les plus exotiques. C'est pas le plus exotique, je pense, mais un des plus exotiques d'un monde qui est déjà très compliqué. Mais voilà, on parle de l'exotisme, ça. Là, c'est sûr. Voilà. Donc, on n'y va pas avec 10% de son patrimoine d'1 million d'euros. Ah ouais, non, là, c'est sûr. Là, c'est sûr. Si on teste des play to earn, déjà, je recommande d'y jouer, quoi. Si tu mets de l'argent sur un play to earn, faut y jouer. Donc, déjà, c'est vraiment pas pour tout le monde, c'est plutôt pour des gamers. Après, Axie Infinity, je connais des gens qui ont fait un x100 dessus et qui ont jamais lancé une partie, hein. Juste, ils ont trouvé le projet tôt et c'était le bon. Voilà, comme d'habitude, hein, il y a des exceptions.
Mais voilà, je recommande quand même plutôt d'y jouer. Enfin là, on est sur des choses très risquées qui sont encore au balbutiement du truc. Donc les bons modèles n'ont pas encore été trouvés, et c'est pour ça qu'il y a plein de jeux qui se gamellent. Et c'est aussi normal. C'est pas forcément de la malveillance des créateurs non plus. Il y en a qui le sont évidemment, mais il y en a aussi juste, voilà, ils ont développé un truc. Les premières façons, les premiers modèles économiques des jeux étaient comme ça. On a cru que ça allait marcher. Et puis en fait, avec une première crise comme là, il y a eu depuis 5 mois, on voit que tout s'écroule et que les modèles ne sont pas soutenables pour l'instant. Ouais. Ok. Non, bah super. Bah avant, je vais essayer de faire tenir plus ou moins en 1 heure notre interview. J'ai 4 questions. Allez, hop, que je vais te poser. La première, Okay. c'est qu'est-ce qui fait que ton business il fonctionne ou il va fonctionner de Crypto Guys? Ouais, bah c'est simplement, je pense qu'on l'a bien vu au fur et à mesure de tout ce qu'on a dit, c'est que l'écosystème est complexe, et il va encore l'être assez longtemps, je pense, parce que c'est beaucoup plus. On l'a vu avec Internet. Aujourd'hui, enfin voilà, aujourd'hui c'est simple, mais ça a mis 10, 15, 20 ans. La crypto, ok, le Bitcoin il a 14 ans, mais en fait entre le Bitcoin et tout le reste, il s'est passé beaucoup beaucoup de temps. Donc en fait pour moi la crypto c'est plutôt 2017 le début, 2016. Donc voilà, donc ça, on est encore assez loin même des 10 ans. On est plutôt sur du 5-6 ans pour moi la crypto. Donc il faut bien au moins la même chose, voire plus, pour que ce soit vraiment adressable au grand public. Et même quand ce sera assez simple d'appréhension pour le grand public, comme l'est la bourse aujourd'hui. Et ben aujourd'hui en bourse, il y a des fonds d'investissement, il y a des trackers. Voilà, il y a plein de et même avec ça, il y a encore plein de gens qui sont sur leur livret A. Donc en fait, il y aura toujours un sujet de placer son épargne, de mieux placer son épargne, de la diversifier. Voilà, parce que même si un jour les performances des cryptos, c'est assez évident, elles finiront par être moins importantes. Et même si, disons qu'elles arrivent sur les mêmes niveaux que la finance traditionnelle, la bourse, etc. Diversification. Voilà, n'importe qui commence à avoir un portefeuille assez conséquent va vouloir diversifier. Donc il y aura toujours une volonté à ce niveau-là. Et pourquoi en plus nous, je pense qu'on continuera d'exister, parce qu'il y aura toujours des gens qui n'auront pas le temps, pas l'envie, pas le désir de s'y intéresser plus que ça, et qui préféreront faire confiance à des pros qui sont tous les jours dans l'écosystème pour prendre les bonnes décisions pour leur argent. Et encore une fois, c'est ce qu'on voit avec les assurances vie toutes prêtes, les fonds d'investissement, etc., et qui sont en plus, pour la plupart du temps, pas du tout performantes. Donc en plus voilà, si nous et voilà, la deuxième chose aussi, c'est que qui sera liée au fonctionnement de notre business et à sa pérennité dans les mois et années à venir, c'est qu'on continue à générer des performances. Parce que c'est sûr que par contre, le modèle, je pense, ne peut pas disparaître pour les questions que je viens d'exposer. Par contre, c'est sûr que si on se met à faire moins 50% par an pour nos clients, on n'aura plus de clients et puis on ira juste mourir, et ils auront bien raison parce que ce sera scandaleux. Donc après voilà, la deuxième pierre angulaire, on va dire, la deuxième clé, ce sera qu'on continue à générer des performances intéressantes pour nos clients, même si elles réduiront dans le futur, c'est à peu près obligatoire. Plus il y aura d'argent, plus les performances réduiront. Mais voilà, on continue à générer de la perf, et normalement, je vois pas de gros bloqueurs au business model. Super. Deuxième question, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? C'est intéressant ça. On va pas travailler pour un patron. Ouais, mais oui, on me l'a donné plein de fois, mais est-ce que c'est vraiment les conseils? Ça, pour le coup, je pense que c'était plus. Je pense que c'est plus une vocation personnelle qui est sûrement liée à ma culture, à ma famille, etc. Mon père est assez entrepreneur, ça vient aussi sûrement de là. Tu vois, j'aurais dit un conseil qu'on m'a vraiment donné et j'ai encore du mal à suivre aujourd'hui, mais que j'aime bien donner parce que moi-même j'ai du mal à le suivre, donc je pense qu'il est vraiment important. C'est arrêter de se comparer. Arrêter de se comparer, voilà, que ce soit dans son business, même aussi dans la vie perso, hein, c'est valable pour tout un tas de sujets. Mais là, vu qu'on est plus sur du pro, voilà, voilà, non, mais c'est un très bon conseil. Arrêtez de se comparer parce que en fait, ça sert à rien. Moi, je le fais trop. J'ai trop tendance à regarder les mecs qui font des business similaires aux miens, voilà, que ce soit dans la crypto ou tout autre business que j'ai essayé de monter à des moments, ou même juste des mecs qui investissent dans la crypto depuis avant moi et qui du coup aujourd'hui ont des millions
et je me dis que moi je suis nul à côté, que j'ai raté les bonnes opportunités, que j'ai pas fait les bons investissements, que je m'y suis pas mis assez tôt. Enfin voilà, tu peux te reprocher plein de choses. Ah, bien sûr, ouais. En fait, chacun a son histoire et ça sert à rien de se comparer. Tu vois, t'as un mec qui va être millionnaire à 18 ans, et un mec qui va être millionnaire à 60 ans. Est-ce que c'est pour ça qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, Ouais. qui est meilleur Non, que c'est sûr l'autre, que qui est mieux que c'est. l'autre, ça veut rien Et dire. puis en plus, aussi quand tu es dans un écosystème, tu vas plus voir que ça, tu vois. Moi, je suis par exemple dans l'immobilier, j'ai quand même un nombre de lots qui est bien au-dessus de la moyenne des gens. Mais après, dans mon monde, tu as des gars qui ont 1000 biens, tu vois, ou qui ont 10 millions d'euros d'immobilier. Et quand toi, tu es dans ce monde, tu peux vite avoir, alors là, c'est peut-être, on va dire, on va à l'extrême, mais tu peux avoir l'impression que tout le monde a plus que toi, ou si demain tu vas commencer à courir, en ce moment-là, je reprends un peu la course à pied, bah, t'as plein de mecs qui courent plus vite que toi, quoi. Et Ouais, sauf que toi, t'es en train de courir pendant qu'il y en a 100 qui sont en train de manger, tu vois. Mais en c'est fait, ça. quand t'es je sais pas, dans la forêt, où tout le monde fait son footing, t'as l'impression que t'es nul, tu vois. Mais c'est pas ça qui doit te décourager. Et ça peut être pareil pour tout, même pour le podcast, tu vois. Moi, j'ai mon podcast, les écouter, elles grandissent, je suis content, mais il y a des gars qui ont commencé avant moi, qui sont bien en avance. Il y en a qui ont sûrement plus de talent ou quoi. Mais c'est pas pour ça que. Mais c'est très compliqué. C'est un très bon conseil. C'est très compliqué entre le savoir et puis le faire. Puis après, faut pas non plus se contenter de la médiocrité, tu vois. Enfin, c'est un équilibre à trouver. Ouais, C'est bien sûr. pas. Si tu cours, tu vas pas te dire je suis tout le temps lent et puis je vais courir qu'une fois par mois, quoi. Donc, Ouais, c'est sûr. Mais t'as dit la clé, hein. La clé, c'est juste faire, en fait. ouais. Ok. Déjà faire, c'est beau. Et après, voilà, tu fais ce que tu as envie de faire, quoi. Je veux dire, ok, peut-être il y a un mec, son business, il est plus peaufiné, il a des meilleurs tunnels de vente, il choisit les meilleurs biens immobiliers, etc. Mais toi, tu fais déjà ton truc et c'est déjà, en fait, très Hmm. bien. Ok. Ouais, bien sûr. Très bon conseil en tout cas. C'est peut-être le meilleur qu'on m'ait donné sur les podcasts. Est-ce que tu as un invité à me recommander? Ouais, je pourrais te recommander Camille de Peretti. On n'a pas trop eu le temps, pardon, de parler d'NFT notamment. Et je sais que Hmm. t'aurais voulu qu'on en parle. Camille, on est en train de préparer une émission de radio avec Camille et deux autres personnes aussi. Elle a une boîte qui est spécialisée dans les NFT pour les business qui veulent créer leur collection de NFT mais qui ont aucune connaissance, etc. Donc elle est Ok, spécialiste là-dessus trop bien. et donc ouais, pour le sujet NFT et puis même de manière générale, c'est quelqu'un de très intéressant. Donc je peux te recommander Ok, Camille. super. Eh ben, bah, je prendrai ses coordonnées après la fin du podcast. Et la dernière question, c'est est-ce qu'il y a une fausse croyance ou un mythe que tu voudrais éclaircir? Là, dans Ouais. la crypto, il y en a, hein. Écoute, je vais m'attaquer à un truc qui pourrait être aussi valable pour l'immobilier et la bourse, mais je pense pour l'immobilier beaucoup moins, mais pour la bourse aussi beaucoup. En fait, j'ai beaucoup de gens autour de moi. Il n'y a pas vraiment un nom à donner à ça, mais il y a beaucoup de gens autour de moi qui veulent pas investir dans la crypto ou qui prennent l'excuse. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais qui, tu vois, qui me sortent toujours un peu ce truc de ah, j'aime pas, c'est pas que ça les intéresse pas ou qui comprennent pas, c'est encore une autre raison, c'est opaque, c'est sombre, c'est malsain, c'est de l'argent noir, je comprends pas la bourse, etc. C'est- ils C'est arrivent Elise Lucet, eux-mêmes, ouais. C'est Elise ouais, Lucet. ouais, eux-mêmes ils arrivent pas à mettre des mots là-dessus. Il y a souvent Ouais, malsain qui revient, opaque. Euh, ouais, je trouve ça pas bien, pas bien. En ouais, fait, et je pense que c'est des problèmes qui ont un problème, c'est des personnes qui ont un problème surtout avec l'argent, je pense, et avec ouais. aussi ce qui est pas matériel, parce qu'en général ces personnes-là, tu vois, ma sœur a un gros problème avec ça. Là, j'investis énormément, du coup évidemment moi, surtout en crypto, mais aussi pas mal en bourse. Ma sœur, elle a un petit peu, elle aurait un peu d'argent à placer là-dedans. Je pourrais en plus la conseiller, etc. Pour profiter de mon expertise. Mais elle veut pas parce que voilà, elle me donne ces raisons-là. Par contre, elle adore l'immobilier Hmm. parce que voilà, c'est tangible. Et du coup, Ouais, il trouve parfois ça c'est plus. peut-être ouais, des façons de te représenter le monde qui diffèrent, quoi, hein, forcément. Ouais, et en fait, il trouve ça peut-être plus sain. Je sais pas. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que la crypto, c'est pas sombre, c'est pas noir, c'est pas que pour les geeks qui sont sur leur ordi devant Hmm. chez eux. C'est pour tout le monde. D'ailleurs, en fait, le dessin originel de la crypto, c'est de vouloir redonner au peuple, j'ai envie de dire, Hmm. le pouvoir sur ses Sur sa finances, monnaie. Ouais.
sur sa monnaie, sur ses investissements. Le Bitcoin, une de ses principales missions, c'est d'être un bouclier à l'inflation. Donc tout ça, c'est pour tout le monde. En fait, c'est même plutôt pour le petit particulier Pour le peuple, que pour. qui veut protéger son capital que pour les gros financiers qui ont des millions à poser, même si c'est pour les deux aussi. Mais voilà, donc voilà, moi ce que j'ai envie de dire, c'est passer ce cap, passer ce préjugé de la crypto qui paraît compliqué, sombre, malsain, noir. Intéressez-vous-y gentiment à votre rythme et vous allez voir que c'est très sain finalement en fait. C'est tout l'inverse et que vous allez pouvoir gagner, voilà, sans même parler d'investissement et de gagner de l'argent en faisant les bons choix d'investissement. Juste, vous allez pouvoir voir une autre finance qui est assez incroyable. Voilà, dans la crypto, t'amènes 100 000 euros sur Nexo en euros pur, tu peux remprunter 80% de la somme que tu viens de la déposer. somme. Donc tu peux te faire un autoprêt, que tu sois blanc, noir, jaune, que tu gagnes 100 000 euros par mois, que tu aies un CDI, que tu sois freelance, tu peux te faire un prêt à toi-même. Et il n'y a pas un vieux banquier qui va te dire oh, votre CDI là, il est trop jeune ou moi c'est un truc qui me tient plutôt à cœur en tant qu'entrepreneur parce que j'ai grave galéré à trouver une location parce que je suis en location, je suis pas propriétaire. J'ai grave galéré à trouver une location alors que j'ai des revenus plutôt bons et stables parce que je suis auto-entrepreneur et considère que j'ai pas de revenus du coup. Donc c'est un sujet qui m'énerve beaucoup et donc voilà, la crypto remédie à notamment ce genre de problème et c'est ce que je trouve génial. Au-delà de faire des gains. Ok. Ouais. Bah, trop bien. Bah écoute Antoine, merci beaucoup. Ça a été très enrichissant. Et si on veut te contacter, nous on s'est contacté via LinkedIn. Ouais. LinkedIn, c'est le mieux. Ouais, LinkedIn. Bah voilà, Antoine Raymond sur LinkedIn. Et après, bah si jamais il y en a qui sont intéressés pour en savoir un peu plus sur notre service, c'est Crypto Guys. Crypto Guys. Avec un Z. X. Où ça? À Guys? À Guys. Non, point X. Okay. Non, c'est CryptoGuys. CryptoGuys.xyz. Ouais. Mais les liens sont sur mon LinkedIn aussi, donc LinkedIn, vous trouverez tout. Je mettrai tout en description du podcast. Ouais, c'est cool. Ok, super. Eh ben merci Antoine, et puis je te souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Merci à toi aussi. Salut à tous. Bye bye.